Veux-tu avoir plus de succès dans tout ce que tu entreprends? Plus de paix, plus de clarté et une vie qui ait enfin du sens? Alors regarde autour de toi, observe ce que tu fais chaque jour. Ce n'est pas un futur lointain qui change ta vie, mais ce que tu mets en ordre aujourd'hui. Les stoïciens le savaient déjà. Ils comprenaient que le désordre extérieur n'est que le reflet d'une confusion intérieure, une pensée dispersée, une routine sans direction, une vie pleine de distractions. Tout cela te vole ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Mais lorsque tu décides de te concentrer uniquement sur la mise en ordre, quelque chose de puissant se produit. De petits gestes deviennent des fondations solides, sur lesquelles tu peux bâtir de la clarté, de la confiance et de nouvelles possibilités. Épictète disait, commence par te dire ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Cette phrase est le cœur même de la transformation. La clarté naît quand tu ordonnes ton monde intérieur et extérieur, et que tu agis en cohérence avec ce que tu souhaites construire. C'est exactement ce que nous allons explorer ici. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 10 pratiques stoïciennes, de véritables outils de guerre, qui fonctionnent comme un bouclier contre le découragement et comme une épée contre la stagnation. Voici donc mon invitation, écris en commentaire, aujourd'hui je crée des résultats, car chaque décision consciente est une nouvelle brique dans la vie que tu veux vraiment vivre. Mais avant, je dois te dire ceci, si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, c'est parce que quelqu'un a appuyé sur « j'aime » ou l'a partagée. Fais la même chose pour que cette chaîne de transmission ne s'arrête pas. Maintenant, allons ensemble vers ces 10 pratiques stoïciennes qui vont t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie, de l'intérieur vers l'extérieur. Pratique 1. Entraîne ta concentration. S'il existe une seule capacité capable de transformer ta vie, c'est bien celle de la concentration. Dans un monde saturé de distractions, où ton attention est disputée à chaque seconde, savoir se concentrer est devenu rare, et c'est justement pour cela que c'est si précieux. Celui qui maîtrise la concentration possède un immense avantage. Il parvient à construire, à avancer et à vivre réellement le moment présent. Celui qui ne la maîtrise pas ressemble à une personne qui tente de remplir un seau percé, peu importe ses efforts, tout s'échappe. Marc Aurèle faisait déjà face à ce dilemme. Même dans un monde sans internet ni téléphone portable, il comprenait que l'esprit humain cherche toujours à fuir le présent. Son conseil était clair, concentre-toi sur chaque minute comme un Romain, avec précision, sérieux et justice. L'essence de l'attention est là, un acte de volonté, et non de chance. Mais l'ennemi ne se trouve pas seulement à l'extérieur, dans le bruit de la rue, dans les notifications de ton téléphone ou dans le chaos ambiant. Il est aussi en toi, ce sont les préoccupations qui reviennent sans cesse, les émotions lourdes, les pensées qui frappent continuellement à la porte de ton esprit. Ce bruit intérieur est encore plus traître, car il te vole la paix sans faire de bruit. Sénèque le savait bien. Lui qui vivait dans une maison bruyante à Rome, au milieu des sons constants de la ville, écrivait à un ami qu'il avait appris à endurcir son esprit face aux distractions externes. Il disait, « J'oblige mon esprit à se concentrer et j'évite qu'il se disperse vers l'extérieur. Tout l'environnement peut être bruyant et chaotique, mais tant que mon esprit demeure calme, il n'y a pas de perturbation réelle. » Voilà le niveau d'autocontrôle que nous devons entraîner. Ce n'est pas un don naturel, mais une discipline, une pratique, une patience. La méditation, l'écriture quotidienne, la réflexion silencieuse et même le fait de se déconnecter volontairement des distractions sont comme des poids de musculation pour l'esprit. Sans concentration, nous vivons en surface. Avec concentration, nous plongeons en profondeur. Sans concentration, nous sommes emportés par le vent. Avec concentration, nous devenons la racine qui soutient. Voici donc ton défi, durant les 7 prochains jours, choisis chaque jour une tâche simple et donne-lui toute ton attention. Cela peut être écrire pendant 15 minutes sans consulter ton téléphone, préparer un repas sans distraction, ou encore parler avec quelqu'un en le regardant dans les yeux sans l'interrompre. Essaie d'être entier, sans te diviser. Comme l'écrivait Sénèque, aucun bruit ne peut t'atteindre, aucune parole ne peut te faire sortir de ton centre. C'est cet état qui transforme ta vie. Et je veux que tu prennes cet engagement maintenant, en écrivant dans les commentaires, « Aujourd'hui, je me concentre ». Ce geste symbolique est déjà un premier entraînement vers ce qui peut tout changer, la capacité d'être réellement présent, là où ta vie se déroule. Pratique 2, construis un corps fort et un esprit résilient. Cela peut sembler peu philosophique, et pourtant. Sans énergie, dépendant du hasard, il est presque impossible de développer une vraie force intérieure. Un esprit fragile naît bien souvent d'un corps affaibli. Les stoïciens le savaient, ils couraient, luttaient,
portait des charges, supportait le froid, vivait en mouvement. La fameuse maxime « un esprit sain dans un corps sain » prend ici tout son sens. Pour eux, la force physique et la force mentale allaient de pair. Aujourd'hui, beaucoup de gens se fixent pour objectif d'avoir le corps de leurs rêves, ou simplement de se sentir plus fort. Mais quand on pense aux philosophes, on imagine rarement des athlètes ou des guerriers. On les représente souvent comme des figures sédentaires, voûtées, hors de forme. Pourtant, les philosophes de l'Antiquité n'étaient pas ainsi. Socrate fut soldat, Cléante était boxeur, Marc Aurèle chassait et combattait, et Sénèque se plongeait dans les eaux glacées du Tibre. Ce n'était pas par vanité, mais comme un entraînement de l'esprit. Sénèque disait, « Nous traitons le corps avec rigueur afin qu'il n'obéisse pas à la paresse de l'esprit. » Cette phrase contient une vérité intemporelle. Quand le corps se rebelle, l'esprit s'affaiblit. Mais quand le corps est discipliné, l'esprit gagne en force. Le corps est comme une armure qui protège la pensée. Si tu le négliges, tu deviens fragile. Mais chaque fois que tu choisis l'effort physique, une course, un entraînement, même une simple marche, tu entraînes aussi la voix intérieure qui affirme « Je peux. Je tiens mes promesses. Mon esprit gouverne mon corps. » Ton corps ne veut presque jamais bouger. Il réclame du repos, invente des excuses, et essaie de te convaincre que « demain sera mieux ». Mais chaque fois que tu te lèves pour faire ce que tu dois faire, tu ne gagnes pas seulement des muscles, tu conquiers la clarté, la discipline et l'autodominion. Voilà le véritable pouvoir de l'effort physique, il t'enseigne que tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Il transforme la fatigue en énergie, le doute en confiance, la peur en force. Voici donc ton défi, durant les 7 prochains jours, impose à ton corps un mouvement. Peu importe qu'il soit simple ou exigeant, l'essentiel est de l'honorer comme un pacte envers toi-même. Chaque fois que tu romps l'inertie et que tu bouges, tu renforces aussi ton esprit. Et avec chaque pas dans cette pratique, tu construis non seulement des muscles, mais aussi une âme résiliente, inébranlable, prête à affronter n'importe quelle bataille. Pratique 3, change d'attitude. Tu dois changer ton esprit, non ton lieu, car tes failles t'accompagneront partout où tu iras. Sénèque. Cette phrase de Sénèque contient une leçon puissante. Nous croyons souvent que nos problèmes sont à l'extérieur, dans l'environnement, les personnes ou les circonstances. Mais la véritable racine des défis réside dans quelque chose que nous portons toujours avec nous, notre esprit et nos attitudes. Prenons un exemple concret. Quelqu'un décide de déménager, espérant que sa nouvelle maison lui apportera paix, ordre et bonheur. Pourtant, après le déménagement, le chaos et la désorganisation demeurent. Pourquoi? Parce qu'avec les cartons, la personne a aussi emporté ses anciens comportements. Il est facile de tomber dans l'illusion que le changement de circonstances extérieures résoudra nos problèmes. Mais, comme le rappelle Sénèque, l'erreur ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans l'esprit lui-même. La maladie suit le malade. Si tu veux de vrais changements, il ne sert à rien de modifier ton environnement sans d'abord transformer ce qui est en toi. C'est comme changer le décor d'un film sans réécrire le scénario. La fuite peut sembler une solution temporaire, mais elle ne résout pas les conflits intérieurs. Sénèque nous interpelle par une autre phrase frappante, « Si tu veux échapper à tes problèmes, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu dois devenir une autre personne. » Cela ne signifie pas abandonner ton essence, mais reformuler ta vie. C'est une invitation au courage, celui de regarder en soi et d'affronter ce qui doit être ajusté. Reconnaître que le problème peut venir de nous est inconfortable. Il est plus facile d'accuser le travail, la famille ou les circonstances. Mais c'est aussi libérateur, car cela nous rend notre pouvoir. Si nous faisons partie du problème, nous pouvons aussi être une partie de la solution. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la responsabilité que nous prenons pour nos vies. Cela exige des actions conscientes, une révision de nos habitudes, un questionnement de nos croyances limitantes et le développement de la résilience nécessaire pour croître. Agir, c'est affronter les changements de face, même s'ils apportent de l'inconfort. C'est accepter que le progrès vient de petits pas constants. Fuir, en revanche, revient à se cacher derrière des distractions comme les réseaux sociaux, le surmenage ou d'autres échappatoires qui ne font que retarder l'inévitable, la nécessité de nous confronter à nous-mêmes. Pour Sénèque, le bonheur et la paix intérieure ne viennent ni d'un lieu ni de circonstances, mais du courage d'affronter nos peurs et de grandir. Fuir peut sembler plus facile au début, mais le véritable voyage commence lorsque nous choisissons de transformer notre monde intérieur. Ainsi, au lieu de chercher de nouveaux chemins pour échapper,
concentre-toi sur la construction d'un esprit résilient et engagé dans la croissance. Comme nous l'enseigne le stoïcisme, le changement ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans la manière dont nous choisissons de l'affronter. Rappelle-toi, la clé d'une vie plus pleine est toujours en toi. Pratique 4. Libère-toi des mauvais vices. Avec sa sagesse stoïcienne, Sénèque nous provoque par une réflexion puissante, montre-moi un homme qui ne soit pas esclave. Il observait que même les maîtres d'esclaves portaient leurs propres chaînes, comme l'écrasante responsabilité de maintenir des biens et des vies sous leur domination. Pour lui, la véritable esclavage n'était pas physique, mais mental. L'un est esclave du sexe, un autre de l'argent, un autre de l'ambition. Tous, d'une manière ou d'une autre, sommes esclaves, de l'espérance ou de la peur. Le chemin vers la liberté commence par la reconnaissance de ces chaînes invisibles. Lorsque nous nous libérons de l'ignorance et des vices qui gouvernent notre vie, nous brisons ces liens mentaux. Prends conscience du pouvoir que certaines choses exercent sur toi, le café dont tu crois ne pas pouvoir te passer, les cigarettes, l'habitude compulsive de regarder ton téléphone, l'obsession des jeux d'argent dans l'espoir d'un gain futur. Tout ce qui domine tes pensées et tes actions exerce sur toi plus de pouvoir que toi-même. Si tu n'arrives pas à rester sans quelque chose, c'est que cette chose te contrôle. Le plus important n'est pas le vice en lui-même, mais la dépendance qu'il crée. Cette soif, ce désir incessant, est ce qui doit être remis en question. Certains vices peuvent être éradiqués complètement, d'autres reviennent sous de nouvelles formes. Peut-être connais-tu quelqu'un qui a remplacé un vice par un autre, cessant d'être esclave de l'un pour se soumettre au suivant. Pour les stoïciens, ce n'est pas le plaisir ou l'objet en lui-même qui est le problème, mais la nécessité compulsive qui prive de liberté. Tant que tu es sous l'emprise d'un vice, tu ne peux pas atteindre la grandeur. Peu importe le type de dépendance, même si elle est socialement acceptée, elle ne doit pas gouverner ta vie. Engage-toi cette année à cesser d'être esclave de ce qui t'attache. Et commence dès maintenant. Pratique 5. Décide avec la raison, pas seulement avec l'émotion. Celui qui ne contrôle pas ses émotions devient vulnérable, comme un navire sans gouvernail livré aux vagues et au vent. Et le danger est encore plus grand, ceux qui savent manipuler les émotions peuvent diriger ta vie sans que tu ne t'en aperçoives. Les décisions impulsives semblent séduisantes sur le moment, mais elles laissent souvent derrière elles un goût amer de regret. Imagine une situation, tu as un ami proche, et une opportunité d'affaires se présente avec lui. L'enthousiasme est naturel. Mais si ta décision repose uniquement sur l'émotion, tu risques d'ignorer des facteurs essentiels, expérience, vision, capacité à gérer les conflits. Résultat, une amitié brisée et un projet raté. Le stoïcisme nous rappelle qu'il faut voir la réalité avec clarté, sans le filtre des impulsions. Cela ne signifie pas réprimer ses sentiments, mais les équilibrer avec la raison. La publicité ne vend pas des produits, mais des émotions, statut, appartenance, plaisir immédiat. Nous achetons souvent sans savoir pourquoi. Et ce même mécanisme influence nos décisions les plus importantes, relations, carrière, santé. Imagine une femme endettée qui voit en promotion le sac de ses rêves. L'impulsion crie, maintenant ou jamais. La raison murmure, ce n'est pas le moment. Si elle cède à l'émotion, elle s'enfonce davantage. Si elle écoute la raison, elle sème la stabilité future. Ou encore, pense à quelqu'un qui, emporté par la colère, répond impulsivement à un message et détruit une relation. Ou à celui qui, euphorique, dit oui à tout et finit noyé sous des engagements impossibles à tenir. L'émotion brute, sans filtre, nous conduit à l'erreur. Voilà l'invitation, place un filtre rationnel sur tes décisions. Il ne s'agit pas de supprimer le cœur, mais de lui donner pour compagnon un esprit clair. Quand raison et émotion marchent ensemble, nos décisions deviennent des choix conscients, non de simples réactions. Voici ton défi pratique, pendant les 7 prochains jours, avant toute décision importante, impose-toi une pause. Demande-toi, si je n'étais pas dominé par l'émotion, ferais-je toujours ce choix? Écris ta réponse. Ce simple exercice peut éviter des chutes profondes et ouvrir un chemin de décision constructive. Rappelle-toi, l'émotion est le feu qui nous meut, mais la raison est la main qui tient la torche. Séparées, elles aveuglent. Ensemble, elles éclairent le chemin. Pratique 6, concentre-toi sur l'action. L'éternelle question d'Épictète reste d'actualité, combien de temps encore vas-tu attendre pour exiger le meilleur de toi-même? Marc Aurèle, dans ses méditations, écrit, « Nous savons ce qui est bon pour nous, mais nous choisissons de le remettre à plus tard. Nous nous disons, je le ferai quand les choses se calmeront, quand ma tête sera plus claire,
quand le temps sera meilleur. Mais c'est là le grand mensonge de la procrastination. Comme le disait Sénèque, tous les sots partagent ce défaut, ils vivent à se préparer à vivre. Ils repoussent, inventent des excuses, attendent le bon moment, qui ne vient jamais. Le stoïcien, lui, n'attend pas le moment parfait. Il agit. Il mobilise sa volonté et sa discipline pour accomplir ce qui doit être fait, immédiatement. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pense à cela de manière concrète, publier des vidéos sur YouTube, partager un savoir-faire, enseigner une compétence. Des milliers de gens sont aujourd'hui suivis parce qu'ils ont commencé il y a des années. Ils n'étaient pas forcément plus doués, mais ils ont osé agir. Tout succès résulte de décisions prises dans le passé. Toute procrastination est un choix d'appauvrir son avenir. Reporter, c'est comme dire, je commencerai à investir en moi demain. Mais peux-tu vraiment te permettre ce luxe? Si tu veux des résultats demain, le mois prochain ou l'année prochaine, commence à en poser les bases aujourd'hui. Demande-toi, quelles actions repousses-tu qui pourraient changer ta vie? Ne dis pas, je le ferai plus tard. Fais-le maintenant. Sénèque nous avertit, les insensés se préparent toujours à commencer, mais ne commencent jamais. Et si, au lieu de dire, je le ferai plus tard, tu commençais dès aujourd'hui? Le futur que tu désires dépend de tes choix d'aujourd'hui. Demain, tu récolteras seulement les conséquences de ce que tu as fait, ou de ce que tu as négligé. Pratique 7, crée ta propre valeur. Rien n'est plus fragile que l'avenir. Si tu veux avoir un futur, crée ta propre valeur. Si ta valeur naît de l'applaudissement extérieur, tu vivras toujours comme un esclave. Aujourd'hui célébré, demain oublié. Sénèque nous avait déjà averti, celui qui cherche l'approbation d'autrui place son bonheur entre les mains des autres. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque nous laissons les éloges ou les critiques définir qui nous sommes. Dès l'enfance, on nous conditionne à croire que nous ne valons que lorsque nous plaisons. Quand un enfant est félicité uniquement pour ses notes, il apprend à se voir à travers son bulletin scolaire. Quand un adulte reçoit des applaudissements au travail, il croit que c'est seulement à ce moment-là qu'il est digne. Voilà la prison invisible, mesurer sa propre vie à l'aune des autres. Mais le stoïcisme nous invite à briser cette illusion. Il nous rappelle que la véritable authenticité ne vient pas de la condition sociale, de l'apparence ou de ce que nous offrons aux autres, mais de la conscience claire et ferme de qui nous sommes réellement. Les opinions changent comme le vent, un jour tu es exalté, le lendemain critiqué. C'est là qu'intervient une belle métaphore. Imagine une statue placée sur une place publique, un jour, on dépose des fleurs à ses pieds, le lendemain, elle devient la cible d'insultes ou de mépris. Mais la pierre demeure la même. Ainsi dois-tu être, ferme, solide, avec une valeur qui naît de l'intérieur et non des oscillations des voies extérieures. Construis ton mérite par ce que tu fais, par le caractère que tu manifestes chaque jour, par les efforts silencieux que personne ne voit. La véritable joie vient lorsque tes actions sont alignées sur ta nature la plus authentique, lorsque tu fais ce que tu considères juste, même si personne ne te regarde. Ne laisse pas l'opinion d'autrui dicter ta valeur. Le monde changera, les gens varieront, mais toi, tu dois être la roche qui demeure. Je t'invite à un geste symbolique, écris cette phrase en toi-même ou même dans un carnet, ma valeur vient de moi. Car à partir de ce moment, tu cesses d'être l'otage des voies extérieures et tu commences à bâtir une forteresse qu'aucune critique ne peut abattre, la confiance en toi. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, être soi-même dans un monde qui essaie constamment de te transformer en quelqu'un d'autre est la plus grande des conquêtes. Pratique 8, cesse de vouloir être parfait, concentre-toi sur le progrès. La recherche de la perfection peut être un piège mortel pour le progrès. Martha Graham, l'une des plus grandes chorégraphes du XXe siècle, en a fait l'expérience douloureuse durant l'hiver 1931. Après des mois de travail acharné sur une série de danses, elle sentait que son œuvre n'était pas à la hauteur de sa réputation. Ses danseurs et ses amis la félicitaient pourtant, mais elle ne voyait que les défauts. La frustration était telle qu'elle en vint à croire que tout l'hiver avait été gâché. « J'ai détruit mon année », se lamentait-elle. Ce perfectionnisme étouffant est une destinée commune aux personnes talentueuses. Leurs standards élevés, qui les aident à viser l'excellence, deviennent parfois une prison créative. Winston Churchill l'a exprimé ainsi, le perfectionnisme n'est qu'une autre forme de paralysie. Nous restons coincés dans une résistance qui, au fond, n'est que peur, peur d'échouer, de ne pas être assez bon, de montrer nos failles et d'être jugés. Les stoïciens comprenaient bien ce combat. Ils ne prônaient pas la perfection, mais le progrès.
Pour eux, l'excellence venait de l'effort constant pour s'améliorer, un jour après l'autre. Épictète le disait clairement, peut-on éviter les erreurs? Non. Mais on peut travailler à les réduire. Cet état d'esprit nous rappelle que l'objectif n'est pas d'être impeccable, mais de croître continuellement. Le perfectionnisme n'est pas de l'humilité, ni même un signe d'excellence. Il peut être une forme de narcissisme, une manière de fuir l'inconfort de terminer un travail et le risque de s'exposer. Pourtant, une œuvre n'est complète que lorsqu'elle est partagée. Avancer, c'est avoir le courage d'accepter nos imperfections, de reconnaître nos limites et malgré tout, de continuer. Accepter que nous ne serons jamais parfaits est libérateur. Cela signifie embrasser le progrès plutôt que la paralysie, l'apprentissage plutôt que l'immobilisme. Au fond, croître ne consiste pas à atteindre l'idéal, mais à marcher sans cesse dans sa direction. Pratique 9. Cherche les défis. Si nous comparons notre vie actuelle à celle d'un roi du XVIe siècle, nous découvrons quelque chose de surprenant, nous vivons avec plus de confort qu'il n'en aurait jamais rêvé. Nous avons de l'eau chaude, des médicaments, une abondance de nourriture, du confort dans chaque recoin. Mais ce confort a un prix silencieux. Il nous endort, nous ramollit et nous pousse à croire que la vie devrait toujours être facile. Et quand la difficulté se présente, car elle se présente toujours, nous sommes trop fragiles pour y résister. Les stoïciens le savaient déjà. Dans un monde où les ressources étaient bien moindres, ils insistaient sur l'importance de s'imposer des défis volontaires, de choisir de faire face à certaines formes d'inconfort. Car, tout comme le corps a besoin d'entraînement pour gagner en force, l'esprit doit s'endurcir pour rester ferme face aux tempêtes de la vie. Réfléchis à cela, un muscle qui n'est jamais utilisé s'atrophie. Il en va de même pour ton courage, ta discipline et ta résilience. Si tu ne te mets jamais à l'épreuve, tu demeures faible. Voilà pourquoi nous avons besoin de rechercher les défis de manière intentionnelle. Cela peut être affronter le froid sans se plaindre, éteindre son téléphone pendant une journée, s'entraîner jusqu'à transpirer réellement, ou se lever plus tôt que ce que la paresse permet. Non pas pour l'inconfort en lui-même, mais parce qu'en le traversant, tu découvres que tu es capable de bien plus que ce que tu imagines. Voici donc un défi concret, durant les 7 prochains jours, choisis une petite difficulté chaque jour, qu'elle soit physique ou émotionnelle, et affronte-la pleinement. Cela peut être prendre une douche froide, boire un café sans sucre, jeûner un repas, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Mais cela peut aussi être demander pardon, être honnête dans une conversation ou supporter le silence sans chercher à te distraire. Ce qui compte, c'est entraîner ton esprit à ne pas fuir l'inconfort. C'est dans cette pratique que tu construis une force véritable. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, la vie de confort n'est pas la vie à désirer. Ce qui compte, c'est la vie d'effort, de lutte, de risque et de triomphe. Accepte cet appel. En 7 jours, tu peux ressentir dans ta peau et dans ton cœur la différence entre vivre comme quelqu'un qui fuit l'inconfort et vivre comme quelqu'un qui en fait un outil de croissance. Pratique 10. Pratique le pardon sans relâche. Le pardon est un cadeau que tu t'offres à toi-même. Garder rancune, c'est comme porter une pierre dans sa poche. Au début, cela semble supportable, mais avec le temps, ce poids devient insupportable. La douleur d'une trahison, d'une injustice ou d'une parole cruelle peut être immense. Mais il existe quelque chose de pire encore, revivre ce même mal chaque jour. Chaque souvenir amer est une plaie que tu rouvres toi-même. C'est comme arracher la croûte d'une cicatrice encore fragile, forçant l'âme à saigner à nouveau, même quand le corps pourrait déjà être guéri. Épictète nous rappelle que la vraie sérénité ne peut naître qu'en lâchant ce que nous ne contrôlons pas. La rancune, c'est exactement cela, une prison que tu construis et dans laquelle tu choisis d'habiter. Pardonner ne signifie pas justifier la faute de l'autre, ni effacer la mémoire, ni faire semblant que rien ne s'est passé. Cela signifie simplement refuser d'être l'esclave du passé. C'est choisir de ne pas donner à une autre personne le pouvoir de contrôler ta paix intérieure. Et il existe une prison encore plus cruelle, attendre des excuses. Croire que tu ne pourras avancer que si l'autre reconnaît le mal causé. Mais cela échappe à ton contrôle. Plus tu attends, plus tu restes lié au ressentiment. Le seul chemin réel est celui du pardon, car il ne dépend que de toi. C'est lui qui préserve ce que tu as de plus précieux, ta paix, ta générosité, ta dignité et ta beauté intérieure. Imagine le pardon comme une corde que tu tiens fermement depuis trop longtemps. Plus tu la serres, plus tes mains souffrent. Mais au moment où tu la lâches, la douleur cesse et la légèreté revient. Voici un défi concret,
Durant les 3 prochains jours, choisis une rancune qui enchaîne encore ton esprit, petite ou grande. Écris sur un papier la situation et la personne impliquée. Puis lis à voix haute, je choisis de me libérer de ce fardeau. Garde le papier ou déchire-le, mais surtout, laisse cette corde tomber de tes mains. N'attends rien de l'autre. La libération commence en toi, car le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, c'est la clé qui ouvre ta propre cellule. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'ici. Si ce contenu t'a permis de voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Continuons ensemble ce chemin de réflexion, de croissance et de construction de notre force intérieure.